Bonjour Eugénie, tu vas bien? Ça va, merci. Ravie de t'avoir avec nous. Merci de nous donner 1 heure de ton temps pour nous expliquer ton parcours qui, moi, m'a hyper inspirée. Alors, je dois vous dire que j'ai eu la chance, moi, d'échanger déjà avec Eugénie pour préparer ce webinaire. Et vous allez voir, on va avoir des éléments hyper intéressants à vous donner. Et moi, j'ai découvert plein de choses auxquelles je ne m'attendais pas. Donc, Eugénie, ravie de t'avoir avec nous et de pouvoir présenter ton parcours à nos jeunes. Alors, tu sais, dans ce webinaire, on a une petite coutume. Ça s'appelle la carte d'identité de l'invité. C'est des questions courtes pour commencer, pour en apprendre un petit peu plus sur toi. D'accord. Eugénie, est-ce que je peux te demander ton grade? Je suis adjudant. Est-ce que je peux te demander ton âge? C'est une question qui se pose rarement, ça. Non, Oui. 34. 34. 34, trop bien. Et tu es dans l'armée de terre depuis quelle année? Depuis juillet 2009, ça va faire 16 ans cet été. Trop bien. Le temps passe vite. Ouais. S'il y avait un seul meilleur souvenir de ton temps dans l'armée de terre, je sais que c'est difficile, mais ce serait quoi? Euh, Honnêtement, je suis tiraillée avec deux souvenirs, mais en- ma rencontre avec Marie-Josée Pérec et puis l'opportunité qu'un chirurgien m'a offerte en Afghanistan d'extraire la balle d'un mollet d'un soldat allemand. Ben, du coup, je vous ai donné les deux, voilà. Tu nous as donné les deux. Alors, on va faire deux choses. Tu vas nous parler tout à l'heure plus en détail du mollet, parce que ça fait partie de ton parcours. Je te propose de nous parler de Marie-Josée Pérec en 1 minute. Comment tu l'as rencontrée? Qu'est-ce que tu faisais à Djibouti? Qu'est-ce qu'elle faisait là-bas, elle aussi? Et est-ce que tu as eu vraiment la chance de la voir, de parler avec elle, d'échanger avec elle? Enfin, voilà, raconte-nous tout. J'étais en mission à Djibouti il y a 2 ans en qualité de monitrice EPMS et je devais encadrer une séance de parcours nautique. Et on m'a prévenu peut-être une semaine avant que Marie-Josée Pérec était à Djibouti et qu'elle voulait découvrir un petit peu des activités liées à l'aguerrissement. Du coup, ils l'ont conviée et ils m'ont confié la mission d'animer une séance à laquelle elle a assisté. Bon, elle n'est pas allée dans l'eau, hein, je pense qu'elle est plus sereine sur la terre ferme et qu'elle est bien plus efficiente d'ailleurs voilà, sur la terre ferme. Mais ça lui a plu. On a bien accroché et le soir, on a mangé ensemble. Voilà, donc j'ai pu apprendre à la connaître. Et j'ai pu avoir ce moment assez privilégié avec elle et je remercie l'armée pour ça. Super. Est-ce que juste pour préciser, tu peux nous expliquer ce qu'est EPMS rapidement? Le PMS, c'est l'entraînement physique, militaire et sportif. Donc le PMS, c'est ma spécialité. Voilà. On en parlera un petit peu plus longuement tout à l'heure. Quel est le moment le plus challengeant que tu as eu au sein de l'armée de terre? Pareil, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. On va dire que c'est mon évolution de passer de militaire du rang à sous-officier et surtout la réorientation que j'ai eue, la réorientation au niveau de ma carrière. J'étais secouriste et j'ai basculé dans le domaine du sport. Ça n'a pas été facile et ça a été un énorme challenge pour moi. On va aussi revenir un petit peu sur ces sujets dans quelques instants. Moi, j'ai une question qui me taraude. Comment tu es devenue militaire? Est-ce que c'était le sport d'abord? Est-ce que c'était militaire d'abord? Est-ce que ta famille est militaire? Est-ce que c'était un rêve de petite fille? Comment c'est venu cette idée? Ma famille n'est pas militaire. Mon père est CRS et la plupart des gens de ma famille sont pompiers. Donc, il y a déjà du pain. Quand même déjà un petit peu, c'est vrai. Mais non, honnêtement, c'est ma grand-mère qui a choisi mon métier. Ah Le ouais? jour de ouais. Bah, Raconte. le jour de ma communion. Donc, tu étais toute petite, tu avais quel âge? 8 ans, 9 ans? J'avais 8 ans. Ouais. Et ta grand-mère t'a dit, tu seras militaire dans l'armée de terre. Elle m'a dit, t'es dans l'âge de raison, il faut que tu choisisses un métier. Et voilà, elle m'en a cité quelques-uns, militaires, policières, gendarmes, sécurité civile, pompiers, enfin bon. Elle m'en a sorti quand même quelques-uns et j'ai eu, en toute honnêteté, j'avais déjà un penchant pour l'armée et je me suis dit, bon, ben, je vais faire l'armée, mais par la suite, certaines choses ont confirmé ce choix que j'ai fait très tôt.
Tu nous racontes comment tu pousses la première fois les portes d'un CIRFA et comment tu vas t'engager? Comment ça marche? Oui, c'est vrai qu'à 16 ans et demi, pour la première fois, j'ai poussé les portes d'un CIRFA parce que je voulais découvrir un peu ce qu'était l'armée. Mon père, étant dans la police, m'avait dit qu'il proposait des fois des stages d'une semaine ou de 2 semaines. Tout à fait. Et lui, il voulait vraiment que je sois comme lui dans la police. Et donc, du coup, il voulait que je sois sûr de mon choix, en fait. Donc, il préférait que j'aille faire un stage dans un régiment à Montlhéry d'une semaine pour être sûr. Donc, j'ai monté un dossier. Je suis allé faire cette fameuse préparation militaire découverte. À l'époque, ça s'appelait comme ça, d'une semaine. Et j'ai bien accroché avec ce métier et ça a vraiment confirmé mon choix. C'est une bonne idée, d'ailleurs, c'est un bon conseil qu'on peut donner aussi aux jeunes qui nous écoutent. C'est vrai qu'une préparation militaire, c'est un moyen assez rapide de mettre un pied dans l'institution et de savoir justement concrètement qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne. Donc toi, ça te donne envie. Tu fais quoi? T'attends d'être majeur et tu reviens un petit peu plus tard pour t'engager? Comment ça se passe? Oui, effectivement, j'ai passé des diplômes dans le civil. Et d'ailleurs, c'est ce que mon conseiller en recrutement m'avait fortement conseillé de faire, D'accord. de finir mes études. Et à 18 ans, je me suis engagé. Trop bien. Et tu t'engages pour faire quoi? C'est quoi ton métier au moment où tu rejoins l'armée de terre? Secouriste. Secouriste au combat. Actuellement, on appelle cette spécialité auxiliaire sanitaire. D'accord. Voilà. Et comment ça se passe? Tu fais tes classes, tu es formé pour devenir auxiliaire sanitaire? Ah oui, 3 mois de classe et Ouais. après après on passe des stages liés à notre spécialité Mhm. afin que dans les 6 premiers mois on soit autonome et entre guillemets suffisamment qualifié pour faire des missions. Voilà, tout simplement, on essaye de nous former assez rapidement pour être prêt au moment où on rejoint notre compagnie, escadron, etc. Voilà. Et donc toi, tu pars à quel endroit en France? Tu rejoins quelle compagnie? Et est-ce que tu fais des OPEX dans ce cadre-là? Ah oui, effectivement. Donc j'ai été affecté au régiment médical, au camp de la Valbonne, c'est dans l'Ain, à la NRBC 1. Ok. Donc c'est une compagnie qui avait 2 spécialités, une spécialité NRBC et qui avait aussi des Oxanes au sein de leur unité, dont je faisais partie notamment. Ok. Voilà. Ton job, ça consiste en quoi, concrètement? Donc j'ai passé des qualifications en secourisme et mon job à moi c'est en gros de prendre en charge des blessés, une personne qui est blessée sur le terrain en fonction des qualifs qu'on a, on est amené à leur prodiguer les premiers soins. Ok. Après, il y a beaucoup de diplômes à passer, et, dont le SC2 par exemple, où là on se retrouve embarqué dans un VAB et on est les premiers intervenants sur des situations un peu critiques au combat. Tu Voilà. pars où en OPEX dans ce cadre-là? Moi j'ai fait en 2011 Djibouti, quand j'étais première classe. Ma première mission 2011 Djibouti, en qualité d'Oxane. Le même. Comment? Excuse-moi, ton rôle sur place est le même que quand tu es. Infirmerie. En fait, ce qu'il y a, c'est que en tant qu'Oxane, on pouvait faire beaucoup de choses. Autant je pouvais faire des soutiens zone saut, être présente quand les parachutistes faisaient leur exercice pour m'assurer qu'au moment de l'atterrissage que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas quelque chose de cassé ou autre. Et si c'était le cas, on devait rapidement les embarquer dans le véhicule pour les extraire et afin de les acheminer jusqu'à un hôpital mobile de campagne ou voilà, en fait une zone où ils allaient pouvoir être pris en charge très rapidement, en gros. Donc j'avais la fonction à l'infirmerie, je m'occupais de la pharmacie, mais j'aurais pu très bien être aussi, comment dire, en salle de soins ou à l'accueil,
On avait un espèce de turnover et on faisait jamais la même chose. On était assez polyvalent. Et tu nous as parlé tout à l'heure dans ton meilleur souvenir aussi d'une OPEX en Afghanistan, Oui, où on t'a donné carrément là un rôle enfin, plus médical, si j'ai oui. bien compris ce que tu nous as dit. Tu nous expliques comment ça s'est passé? Ouais. Là, j'étais vraiment plus dans mon domaine de spécialité. Donc, on m'a affecté en tant que circulante de bloc opératoire. Donc, j'avais une petite double spé. J'avais fait une formation d'agent de stérilisation. Donc, toutes les boîtes de chire passaient après les opérations dans mes mains pour faire des protocoles de lavage, etc. Je faisais aussi le reconditionnement. Et entre-temps, vu que c'est des protocoles qui sont assez longs, je passais le reste de mon temps en bloc opératoire. J'habillais les chirurgiens, les IBOD, les infirmiers de bloc opératoire. C'est moi qui faisais le protocole bêta. Donc, je déballais les pansements qui avaient été faits sur le terrain. J'avais un regard... J'étais en première ligne, hein, je voyais tout de suite en dessous du pansement l'état, donc des moignons, des os qui étaient fracassés en 1000 morceaux. Donc voilà, et je devais faire les protocoles bêta là-dessus pendant 6 mois. Donc j'ai vu toutes les blessures de guerre possibles et imaginables, que je ne citerai pas forcément. Et voilà. Ouais. Et du coup, comment tu te retrouves à enlever cette balle? Enfin, il faut que tu nous expliques, parce que tu nous as dit c'est un Ah oui. souvenir, donc là tu as attisé notre curiosité. Oui, le chirurgien qui était vraiment très sympa. Moi, j'étais très jeune, hein, à savoir que quand je suis allé en Afghanistan, j'avais 22 ans, Ouais, en effet. que j'ai fait une mission qui était assez dure. On a vu beaucoup de choses au bloc, beaucoup de choses. Et je me suis jamais évanoui. J'ai toujours fait mon travail avec sérieux. Et je pense que l'équipe l'a constaté et a voulu me remercier, me faire un cadeau. Et plus particulièrement ce chirurgien qui, avec une pince, il a entouré la balle, il m'a confié la pince et il m'a dit maintenant c'est toi qui l'extrais du mollet. Et ça, je pense que ouais, c'est le plus beau cadeau de ma vie. Super. Et tu me disais, cette expérience, elle t'a changé. Oui, Quand tu es rentrée, tu as dit, j'ai envie de changer de parcours au sein de l'armée de terre. J'ai plus ouais, envie de faire ça. oui, effectivement, oui, effectivement. Je pense que je suis quand même dotée d'une certaine empathie. Et c'est vrai que quand vous voyez des gens souffrir, que malheureusement vous les accompagnez dans la mort aussi, il faut le dire. Quand vous rentrez après en France, enfin moi en tout cas je me suis senti après un peu inutile parce que j'avais eu un mandat très dense et une fonction qui m'a permis de voir des choses, de belles choses, mais aussi des choses horribles. Et, euh, et j'ai eu envie après de tout changer, de me sentir à nouveau utile, mais dans un cadre Très un peu différent. plus, un peu différent, voilà. Et ma seule passion, ce qui m'anime au quotidien, c'est vraiment le sport. Donc je me suis dit, c'est soit je quitte l'armée, ou soit je continue, mais dans le domaine du sport. Et j'ai eu de la chance d'avoir eu des cadres qui ont eu confiance en moi et qui m'ont épaulé, aidé pour basculer dans ce changement, dans cette réorientation professionnelle qui était de basculer dans la spécialité EPMS, l'entraînement physique militaire et sportif. Et donc là, ça se passe comment? Tu discutes avec eux, on te dit OK, et là, tu repars en formation, tu recommences. Comment ça marche? C'est pas aussi facile que ça. OK. C'est-à-dire que quand vous êtes, sans me lancer de fleurs ou quoi que ce soit, hein, et je pense que certains pourront le dire, quand vous avez un élément qui tient la route, quelqu'un qui fait bien son travail, en général, on veut pas vous laisser partir comme ça. On vous dit, est-ce que tu es sûr? Réfléchis bien. Donc du coup, ça met un petit peu de temps. Et puis, moi, j'étais sûr de moi. Moi, je voulais absolument, c'était mon rêve. Le sport, voilà, c'était tout ce qui m'animait. Là, j'aurais dit oui, je suis sûr de moi.
je veux faire la spécialité EPMS. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y avait pas de place en militaire du rang dans le bureau des sports. D'accord. Et on m'a dit, ben, tu vas attendre 5 ans. Parce que là, on est en 2014, bah voilà, il n'y a pas de place avant telle année. Je lui dis, bon, d'accord, ok. Et du coup, on m'a dit, mais tu sais que tu peux faire sous-officier. Là, j'ai réfléchi un petit peu, je me suis dit, mais est-ce que j'en ai les capacités? On m'a dit, mais si, je pense que ça peut le faire. Du coup, je me suis accroché, je me suis préparé, Ça, c'est bien. j'ai fait les tests, j'ai réussi. Et 6 mois après, on m'a envoyé à l'ENSOA, à l'École nationale des sous-officiers et d'active. Et du coup, j'ai pu basculer sous-officier et me réorienter dans cette spécialité que je souhaitais tant. C'est génial. Ouais. Et du coup, quel rôle on t'a fait? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que tu fais? Une fois que j'ai basculé EPMS, Une fois que tu es sorti de l'école et que tu es devenu ouais, sous-officier. ok. Une fois que je suis sorti de Saint-Mex, on m'a envoyé passer mon CT1 au CNSD. C'était un. Donc, en fait, c'est ma spécialité, la spécialité sport. Vous passez un certificat technique de niveau 1. Donc, c'est ma spécialité. C'était un EPMS, c'est 7 mois au CNSD, au Centre national des sports de la défense. Donc, du coup, je suis allé, ce qu'on appelle aussi l'EIS, l'École interarmée des sports, à Fontainebleau. Ouais. Voilà. C'est la maison mère des EPMS. Voilà, des spécialistes EPMS, tout simplement. Ok. Donc, j'ai réussi mon CT1 et à mon retour du CT1, j'ai occupé la fonction de monitrice EPMS au sein du 68e régiment d'artillerie d'Afrique. Donc, c'est vrai qu'entre-temps, à ma sortie de Saint-Mexan, on m'a muté. Donc, j'ai été muté du régiment médical en 2016 pour atterrir. Bon, j'ai fait un petit saut de puce, hein, à savoir que le 68e régiment d'artillerie d'Afrique est dans le même camp que Laval-Bonneau. D'accord. Voilà. Donc, du coup, j'ai fait un petit saut de 1 km et j'ai atterri chez eux. Voilà. Il y avait de la place, j'ai répondu oui et let's go, en avant. Et tu as progressé assez rapidement, tu m'as dit. Oui. Tu as pu avancer. Oui. Dans ma carrière, oui, j'ai évolué très rapidement. J'ai passé un grade en moyenne tous les 3 ans. Trop bien. Voilà. Et aujourd'hui, c'est quoi le dernier certificat que tu as eu? C'est quoi ton rôle au quotidien? Et puis, c'est le titre de ce webinaire. Tu es la première femme instructrice en combat de haute intensité. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ah, le C4, c'est combat corps à corps adapté au combat de haute intensité. Effectivement, j'ai été la première et c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Maintenant, il y en a d'autres. Je crois que maintenant, on est trois femmes de mémoire. Et comment dire? On va dire que ça a peut-être permis d'ouvrir la voie à d'autres, mais je tiens quand même à souligner que ces autres femmes n'ont pas attendu mon existence pour briller, pour exister elles aussi. Donc c'est juste que ça faisait, depuis la création du C4, aucune femme, effectivement, n'avait passé ce stage. Voilà. Ça faisait plus d'une dizaine d'années, donc ils avaient eu personne. Donc j'étais très contente d'avoir réussi ce stage, à savoir que je l'ai passé 4 mois après mon moniteur commando, qui m'avait déjà vu là-bas au SNEC 4 mois avant, et qui savait qui j'étais, et je peux vous garantir qu'il m'attendait au tournant. Et on m'a pas fait de cadeau, et j'en suis très heureuse. On m'a pas fait de cadeau. Tu mérites uniquement, c'est grâce à ton mérite que tu as pu l'avoir. Bravo. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce qu'est ton poste aujourd'hui, comment se passent tes journées? Et je crois savoir que tu as un petit côté influenceuse aussi. Je te suis maintenant sur les réseaux sociaux. Tu
tu as une communauté aussi qui te suit, de nombreuses personnes qui sont sans doute là aussi parce que tu as posté sur le webinar et tu les as invités Partager un petit à peu, nous. oui. Donc, c'est super. Mais concrètement, c'est quoi ta vie aujourd'hui? Concrètement, c'est quoi ton job? Comment se passent tes journées? Qu'est-ce que tu fais? J'occupe la fonction de chef de cellule EPMS au sein du GRSSE, groupement de recrutement et de soutien de. En gros, c'est la zone sud-est. Je suis ma fonction, c'est surtout de m'occuper des tests d'évaluation physique des candidats le matin, que ce soit pour l'armée de terre, la marine, l'armée de l'air et de l'espace. Donc, je leur fais passer les tests d'évaluation physique. Si vous voulez, le matin, on commence à 7h45. Ils se rassemblent dans le gymnase. Ils regardent une vidéo de présentation des tests avec les différentes consignes pour les différents tests. Et après, je fais ma petite entrée et je leur fais un petit rappel à chaque fois de leur test d'évaluation en expliquant bien les points clés, quelles sont les attentes, afin de les rassurer au mieux et que tout se passe dans les bonnes conditions. Le premier test, c'est le luc léger. Après, on fait l'extraction et le tirage poulie pour les personnels féminins. Et après, on enchaîne avec le dernier test, le test de Kili, qui est un test d'endurance des membres inférieurs. Alors, tu as précisé pour les personnels féminins, ça veut dire que c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes tests quand on est un homme ou quand on est une femme. Comment ça fonctionne? Donc les tests sont similaires, sauf pour le tirage poulie, parce qu'effectivement, les personnels masculins font les tractions, les féminines, le tirage poulie, et le barème est légèrement différencié. Voilà. Ok. Et pourquoi? En somme, bon, je vais répondre parce que souvent on me pose la question concernant les tractions. Pourquoi les femmes ne font pas les tractions et pourquoi nous les hommes on fait les tractions? Tout simplement parce que en termes de densité musculaire, on a plus en tant que femme, morphologiquement, plus de poids au niveau du bas du corps. Et ce qui fait que comme on est normalement un peu moins développé du haut du corps, on a plus de difficultés à se tractionner. En termes d'apprentissage, ça mettrait beaucoup plus de temps. Maintenant, rien n'est impossible, mais c'est vrai que j'en suis l'exemple et beaucoup d'autres aussi le sont. Donc, à savoir qu'il y a beaucoup de femmes dans nos armées qui font des tractions. Hein. Mais pour les tests d'évaluation physique, pour les tests de l'armée, pour rentrer dans l'armée, on leur demande de faire le tirage poulie. De manière physiologique, on n'a pas les mêmes aptitudes qu'un homme. On ne se développe pas musculairement de la même manière. On n'a pas la même force. Donc, effectivement, les barèmes sont, pour cette raison, essentiellement, légèrement différenciés. C'est super pour tous les jeunes qui sont là et qui sont peut-être en train de se préparer justement pour les tests d'entrée. Est-ce que pour faire ces tests, il faut être un sportif de haut niveau ou est-ce que c'est quelque chose qui est accessible à la majorité des personnes? Il faut juste entraîner un peu. Parce que c'est toujours une question, moi, qui revient sur les différents webinars. Les jeunes disent, mais comment ça marche? Est-ce que j'ai ma chance? Et puis, beaucoup de filles, tu l'expliquais aussi, se disent peut-être qu'elles ne sont pas au niveau et est-ce que ça va être possible pour elles? Qu'est-ce que tu as à dire justement à ces jeunes qui sont peut-être en train de préparer leur test d'entrée dans les armées et qui t'écoutent ce soir? Je pense que rien n'est impossible hein, pour personne, hein, que ce soit homme ou femme. La vraie question, parce que moi c'est des questions que je reçois souvent aussi avec les réseaux sociaux, en soi c'est plus une question de préparation. Ce que je constate souvent chez les candidats, le matin, à l'issue des tests d'évaluation physique, souvent on me pose un petit peu la question à part. Excusez-moi, moi ça fait un mois que je me prépare, je sais que c'était pas terrible aujourd'hui, comment je peux faire? Donc un conseil, homme ou femme, n'attendez pas un mois avant votre rendez-vous pour passer vos tests d'évaluation physique pour vous préparer. Faites-le bien avant. Sans prendre forcément mon cas ou autre, mais quand vous décidez de vous engager à l'armée,
je pense que pour la majorité des gens, c'est pas quelque chose que vous décidez du jour au lendemain. Mhm. Donc, quand on souhaite s'engager dans l'armée, à partir du moment où on commence à y réfléchir un petit peu, on se dit, bon, bah, naturellement, on se dit, bon, on va peut-être se mettre au sport, faire ne serait-ce qu'un petit peu de course à pied, du renforcement musculaire au poids du corps, sans avoir besoin de s'enfermer dans une salle de musculation, une salle de sport, bref. Euh, Surtout ce qu'on vous demande au test de sélection, c'est pas non plus des choses qui sont insurmontables. Et vous n'avez pas forcément besoin d'être très stock, très massif, à pousser de la fonte pour faire des performances. Au contraire. Donc, préparez-vous bien. Il n'y a rien de compliqué pour celui qui se prépare en amont. Super. Euh, S'il y avait un truc que tu retiens que l'armée t'a apporté, ce serait quoi? L'armée, c'est vraiment un tremplin. Moi, je dirais que l'armée m'a tout apporté. Euh, je suis arrivé avec un BEP vente et je repars avec un niveau bac+2. Je pensais pas avoir une aussi belle carrière. J'aurais pu rester militaire du rang et en fait maintenant aujourd'hui je suis adjudant. C'est tout simplement incroyable. Je pensais pas du tout arriver à ce stade-là, Et attends, franchement. c'est pas fini. Et c'est pas fini. Donc moi c'est vraiment ce que je retiens et je remercie vraiment l'armée pour ça. Ouais. C'est un peu le fameux escalier social dont on parle aussi. Oui, C'est pas facile, il faut trimer, il faut donner, il faut montrer qu'on a envie, mais oui, on est récompensé en fait. effectivement, il faut s'accrocher. Il faut la phrase un peu bateau, croire en ses rêves, mais c'est vrai en fait, c'est vrai. Euh, on a des moments de doute, on est comme tout le monde, et, euh, et c'est là où aussi c'est assez important d'être bien entouré. Et je suis très contente d'avoir eu un parrain militaire qui m'a conseillé euh, de passer sous-officier, qui m'a motivé pour mes stages. Euh, donc voilà, ça c'est à savoir que l'armée, c'est un peu une famille aussi. Hein. Moi, c'est des phrases bateau, des fois on n'y croit pas. Mais quand on a de soutien, quand on a des personnes qui vous apportent de la motivation, etc., pour vous permettre d'atteindre vos objectifs, au moment où vous pensez ne pas pouvoir en être capable, c'est là qu'on puise aussi cette force. Super. Merci pour cette première partie d'interview, Eugénie. J'aurais encore des milliers de questions, mais les jeunes se sont donnés et eux aussi ont plein de questions. Donc, on va passer. Je vous laisse encore une toute petite minute, même pas, pour voter pour vos questions préférées. Pour l'instant, celle qui a le plus de votes, c'est celle de Cristiano qui demande comment on se prépare au mieux pour intégrer l'armée. C'est quoi ton conseil? Faire des exercices au poids du corps. Ouais, franchement, et des exercices vraiment très simples. Et essayer d'être polyvalent, c'est-à-dire ne vous enfermez pas dans une salle de sport. Si vous aimez faire de la natation, du vélo, des footings, parce que finalement les tests d'évaluation, qu'est-ce que c'est? C'est des tractions, c'est de la course à pied, le test de Kili, endurance des membres inférieurs. Hormis pour vous, mesdemoiselles, qui devez passer le test sur l'appareil de tirage vertical, où là, effectivement, on peut se dire, OK, je peux aller à la salle de muscu au moins un mois pour me familiariser avec cet appareil. Vous n'avez pas besoin de grand-chose, ne serait-ce que de faire 2 à 3 séances régulières par semaine en variant un petit peu les thématiques, c'est-à-dire une séance de course à pied, une séance de renfo, une petite séance de natation. Ça va vous permettre de préparer au mieux votre entrée dans l'institution et de réussir vos tests d'évaluation physique. Pour conclure, c'est vraiment la régularité, la, la persévérance, cette détermination que vous allez mettre dans vos entraînements qui est importante. En fait, tout ça, c'est vraiment très important. Et c'est vraiment le point clé de votre préparation physique.
Et j'ai vu, tu fais des petites vidéos aussi sur ce qu'il faut faire et pas faire. Tu donnes des petits conseils Ah aussi. oui. On peut aussi potentiellement s'intéresser. Il y a des éléments qui sont faits aussi pour aider les candidats, justement, et leur donner quelques petites infos. Ouais. Sur mes réseaux, c'est vrai qu'en ce moment, je le faisais pas avant, mais de temps en temps, je fais quelques vidéos un peu humoristiques euh, qui montrent, qui met en scène un petit peu les différentes actions qu'on me fait le matin. Parfois, ça prête à sourire, parfois non, mais bon, c'est pas grave. Donc, je montre tout ce qu'il ne faut pas faire, notamment pour le test des tractions, pour le test de Kili, et là, je vais en faire une prochainement pour le Luc Léger. Et j'ai remarqué que le message, il passe vraiment mieux avec l'humour. Voilà, même si avant je faisais des vidéos concernant les consignes d'exécution, etc. Le message est peut-être plus clair et mieux perçu avec un peu d'humour. Bah, c'est vrai aussi que de montrer ce qu'il faut pas faire, ça aide à se rendre compte. Voilà, Ah ça oui, peut être eh oui, un bon moyen. c'est Euh, vrai. Et la bonne nouvelle, c'est que ça répond aussi à la question de Laetitia qui demandait quel type d'exercice physique recommandez-vous de travailler en amont pour bien se préparer au concours d'entrée dans l'armée. On y a répondu également avec cette même question. Donc, les deux questions les plus likées étaient sur ces sujets-là. Donc, merci Eugénie de nous avoir aidés. On a Nicolas qui dit auriez-vous des astuces ou des techniques pour tenir plus longtemps au test Kili? J'ai du mal avec cet exercice par rapport à l'ancien exercice des squats. Alors, comment on Oui. fait pour tenir en Kili? Premièrement, il faut se tester au test de Kili. On ne peut pas établir un programme d'entraînement si on ne sait pas où on se situe. Donc, j'aurais tendance, au tout début, à me tester pour connaître mon temps maximum, par exemple. Donc, je donne un exemple comme ça, hein. Si mon temps max au test de Kili, c'est 2 minutes, ma méthode, elle est très très simple, et au moins, ça évite de se prendre la tête. C'est de récupérer sa performance, 2 minutes, de diviser par 2, donc 1 minute, et de multiplier par 5 séries, avec une récup égale au temps d'effort. Ce qui fait que quand vous allez faire votre séance, en termes de volume, vous allez travailler plus longtemps que ce que vous êtes capable de tenir sur votre temps max. Et ça, si vous le faites régulièrement, 1 à 2 fois dans la semaine, ça sert à rien non plus de faire tous les jours, hein. Mais si vous vous entraînez 1 à 2 fois dans la semaine sur ce test-là, sur un mésocycle, donc sur une période donnée de 6 à 8 semaines, vous allez voir que vous allez vous améliorer. Et de temps en temps, si vous voyez que vous commencez à être de plus en plus à l'aise, n'hésitez pas à rajouter des secondes à votre temps d'effort. Voilà, de manière progressive. Super, merci Eugénie. Une question de Clara qui nous dit que tu es très présente sur TikTok et Instagram. Est-ce que ça t'a déjà posé des problèmes avec ta hiérarchie? Et elle Non, nous dit pour des raisons de secret professionnel, par exemple, mais tu donnes aucun secret dans tes vidéos. Enfin, c'est pas le sujet. pour des raisons de secret. Non, non, non. C'est vrai que je fais très attention. Après, une chose que les gens ne savent pas forcément, effectivement, je suis présente sur les réseaux sociaux, mais ça a été une demande qui a été faite par mon ancien chef de corps quand j'étais sergent dans mon ancienne affectation. Donc c'est pas un choix que j'ai fait de m'exposer sur les réseaux, ça a été une demande. J'ai fait une vidéo pendant la période du Covid qui a très bien marché sur un circuit training qu'on peut mettre en place à la maison. Mhm. Et quand ils ont vu le résultat, quand ils ont vu que ça avait marché et que la plupart des régiments avaient suivi un petit peu et mis en place la même chose en termes de communication dans leur unité, ils se sont dit, bon, ben, on va continuer. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu une OFCOM, une officier en communication, qui était dans mon régiment, qui m'a suivi tout au long, qui m'a guidé, conseillé concernant les termes à employer, la tenue,
etc. Donc c'est vrai que j'ai été surveillée au début avec bienveillance par cette Ofcom pendant plusieurs années et qui m'a appris les codes en fait. Donc j'ai fait très peu d'erreurs finalement, voire aucune. Et jusqu'à présent, je n'ai eu aucun problème avec ça. Trop bien. On a une question d'Anaïs. Alors, je pense qu'elle parle de la première partie de ta carrière et des moments difficiles dont tu nous as parlé dans des zones, dans tes OPEX notamment. Elle demande si tu as été accompagnée psychologiquement parlant pour affronter ce que tu as vu. Et si oui, comment s'organise cet accompagnement? Oui, on vous met une cellule psychologique hein, après votre retour de mission. Donc c'est vrai que normalement on met en place un sas de décompression à Chypre ou ailleurs pendant une semaine où vous allez pouvoir vous détendre un petit peu avant de rentrer en France. Mais nous, en rentrant d'Afghanistan, on l'a pas eu parce que le Mali, le théâtre du Mali avait ouvert et puis priorité au Mali. Donc nous, c'est vrai qu'on n'a pas eu de sas de décompression. Donc on a été suivi par une psychologue après au sein de notre régiment. Voilà. Donc oui, effectivement, il y a un suivi. On nous laisse pas comme ça, mais effectivement, il y a un suivi. Peut-on passer des diplômes dans l'armée? Vous êtes hyper formé dans l'armée, il y a énormément de choses par rapport à ça. C'est des qualifications liées à notre spécialité ou pas qui ont parfois des équivalences dans le civil. Pas forcément, mais en fonction de certaines spécialités, il peut y avoir une équivalence dans le civil. À savoir que moi, en tant que monitrice-chef PMS, j'ai une carte d'éducatrice sportive avec un... Voilà, donc c'est reconnu dans le civil. Question de Maurice. Est-ce qu'en étant une femme, il y a des exigences supplémentaires à avoir comparé à un homme pour entrer dans des spécialités où les femmes sont très peu présentes? Infanterie, génie, parachutisme. Des exigences particulières. Je dirais que toutes les spécialités sont ouvertes aux femmes. Voilà. Après, vous avez des tests de sélection. Et les tests de sélection, en termes de barème, c'est très peu différencié des hommes. Donc, au final, effectivement, il faudra doubler les efforts pour mériter sa place. Donc, je sais pas si vous voyez un petit peu de quoi je parle, mais on va dire que c'est dans certaines unités spéciales, FS, etc., le niveau est très élevé et on ne fera pas forcément le distinguo entre hommes et femmes, mais une femme qui est très performante physiquement et intellectuellement, qui tient la route, pourra intégrer une unité. Mais c'est sûr que en termes de barème, on va pas trop faire de différence. Donc il va falloir, quand je vous dis doubler les efforts, c'est à ce niveau-là. C'est-à-dire que physiquement, mentalement, il va falloir se dire, je fais tout comme un soldat et non pas tout comme une femme, tout comme un soldat. Après, un point important à donner aussi, on est payé pareil. Le solde Oui, évolution de est carrière identique, identique. salaire identique, euh, on va dire l'emploi, la fonction, euh, c'est la même chose au final, sans différence. Et ça, c'est important. Pas de sans différence. Et c'est pas le cas de partout, donc c'est important de le rappeler aussi. C'est vrai. Et toutes les spécialités sont ouvertes aux femmes. Toutes les spécialités sont ouvertes aux femmes. Maintenant, chaque spécialité, comme on le disait tout à l'heure, a des niveaux d'exigence, des tests d'entrée supplémentaires auxquels, forcément, il va falloir performer. Il va falloir tirer son épingle du jeu. Et tout le monde ne sera pas forcément pris ou prise. C'est pour ça qu'il faut doubler d'efforts individuellement, que ce soit homme ou femme. Voilà. Voilà. En tout cas, c'est mon avis.
Non, mais c'est super. Et puis, tu es la preuve que avant, il n'y avait pas de femmes instructrices en combat de authenticité. Et tu l'as fait. Et puis, depuis, il y en a d'autres. Donc, voilà, c'est possible. C'est pas vrai, Bravo, Aïe. mais c'est possible. Une question de Aude. Est-ce que tu peux nous rappeler les barèmes du test de Kili? Donc les barèmes, on n'a pas le droit de communiquer dessus. Cette question-là, je l'ai tous les jours. Bien tenté, mais la réponse est non. Bien. Après, si ça peut t'aider, la seule chose que j'ai le droit de communiquer, c'est les seuils max. Au test, le Luc Léger, c'est palier 12 par exemple. Au test de Kili, c'est 4 minutes 20, 260 secondes. Des seuils max auxquels le moniteur devra arrêter le candidat en annonçant fin d'épreuve. Voilà, tout simplement. Donc, en ayant cette information, je pense que le mieux pour un candidat, c'est de s'entraîner pour atteindre cet objectif, pour atteindre ce seuil maximum et ne pas se contenter du minimum, tout simplement. Une question de Marine. C'est bien, on a beaucoup de filles ce soir aussi. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être la première femme à avoir validé le brevet d'instructeur C4? C'est une grande fierté. J'ai été entraînée, préparée par un major qui lui aussi d'ailleurs a fondé le C4. Donc j'ai eu de la chance d'avoir ce major auprès de moi pour me préparer. Et puis ouais, c'est vrai que c'est une grosse fierté, mais je le dois à beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui m'a entraîné, que ce soit sur mon perfectionnement en pied-point, en sol, en manipulation de l'armement. Donc je suis très fière, très contente, mais je le dois à beaucoup de gens aussi. Moi, j'adore ton humilité. Merci pour ça. C'est joli. Question de Florentin. D'après toi, quelles sont les compétences principales qu'il faut pour exercer ton métier? De la rigueur. C'est vraiment le maître mot. De la rigueur tout au long de la carrière. Se fixer une ligne de conduite correcte, respectable, du début jusqu'au dernier jour de sa carrière. Une question de Tatiana. La spécialité EPMS se trouve dans les 3 corps d'armée, air, terre, mer. Est-ce que la spécialité change selon les armées ou est-ce que c'est la même? Non, c'est une spécialité interarmes quand on fait nos formations, que ce soit les pompiers, la Légion, l'armée de terre, la marine, l'armée de l'air et l'espace, on suit les mêmes formations, il n'y a rien qui diffère. Il y a Jade qui nous dit « Ayant eu mon certificat d'aptitude militaire avec l'armée de l'air, puis-je intégrer l'armée de terre sans refaire mes classes ?» Quand vous basculez d'une armée à une autre, c'est-à-dire l'armée de l'air à la marine ou à l'armée de terre, vous devez refaire un dossier dans un CIRFA pour demander l'armée de terre, par exemple, et là, vous refaites à nouveau les tests, etc. Donc, vous repartez, je ne vais pas dire forcément de zéro, mais vous devez refaire les tests pour faire ce changement, effectivement. On en a déjà eu, j'en ai déjà eu le mois dernier. Ah. Ouais. Et vas-y. Non, mais il était dans mon ancien régiment avant. Je l'ai connu au régiment médical. Il était dans l'armée de terre et je l'ai revu un matin, passer les tests. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, ben, je veux changer. Je veux faire l'armée de l'air. Et il a repassé ses tests d'évaluation physique, etc. Est-ce que tu sais d'ailleurs, c'est une question d'Émeric, si on est obligé de passer par un CIRFA pour s'engager dans l'armée de terre? Moi, je dirais oui. Après, on sait que dans certaines unités, ils font passer des tests d'évaluation physique en décentralisé, en dehors des GRS, mais par contre, monter un dossier, il faut le faire en CIRFA. Oui. Question d'Audrey qui se demande si on demande la même chose qu'aux hommes de manière générale ou s'il y a des différences dans les missions. Non, on demande la même chose. C'est pour ça que quand je réponds à vos questions,
J'essaie de faire quand même attention pour que, mesdemoiselles, vous compreniez bien que on vous fera pas de cadeau. Je suis désolée de m'exprimer ainsi, mais on fera pas de distinguo. Quand on va vous confier une mission, vous allez faire la même qu'un personnel masculin. S'il faut se lever à 3 heures du matin pour monter la garde, on ne regardera pas si vous êtes un homme ou une femme. Si on vous dit, ben allez, il faut courir 8 kilomètres avec le sac sur le dos, ben, il va falloir le faire. C'est pour ça que mentalement et physiquement, il faut être préparé et si possible en avance. Combien de temps avons-nous pour préparer une fois le dossier déposé? En moyenne, et là je vous dis bien, c'est juste une moyenne, entre 6 et 8 semaines pour ceux qui ont fait leur dossier. En général, c'est un peu la période que vous avez avant de passer vos tests d'évaluation physique. Maintenant, ça peut changer. Pourquoi? Parce que entre le temps où vous montez un dossier, le temps que vous mettez pour terminer votre diplôme, parce que peut-être que vous êtes en cours de scolarité. Donc, c'est pas parce que vous montez un dossier en début d'année que vous allez forcément vous engager. Moi, c'est ce que j'ai fait et finalement, j'ai obtenu mon diplôme qu'au mois de juin, ce qui fait que j'ai pu m'engager qu'au mois de juillet. Donc après, ça peut être assez aléatoire. C'est une moyenne, 6 à 8 semaines, mais voilà, ça ne veut pas forcément dire que ce sera le cas pour tout le monde. Une question de Nicolas qui nous dit être intéressé par la réserve. Il a plusieurs questions. Quelle différence y a-t-il entre réserve et engagement complet? Est-il possible de participer, voire de s'investir aux activités sportives en tant que réserviste, courses, oui, bien sûr, etc. Bien sûr. Donc, vous faites peut-être un jour de réserve dans le mois, dans lequel vous allez vivre, vous allez faire des choses comme des militaires lambda. Ça peut être du C4, ça pourrait être du tir, de la marche ou autre. Donc, qui vous permettra de mettre un petit pied dans l'institution et gagner un petit peu en expérience et pourquoi pas vous donner le goût de basculer dans l'active. Voilà. Une question de Mathis qui te demande, parmi les unités commando dont dispose l'armée française, quelle est celle qui dispose d'un champ d'action le plus polyvalent? Est-ce que tu sais ça? En toute honnêteté, je n'ai pas envie de dire de bêtises, donc voilà, je suis pas calé concernant les régiments les plus ops. J'en ai plusieurs en tête, mais la question est tellement précise que je préfère pas me tromper, donc je switch. Une question de Joséphine. En fonction de quels critères sont passés les titres à l'armée? J'imagine qu'elle parle des grades, mais je ne suis pas certaine. Est-ce que ce sont les années qui comptent, l'expérience en fonction des missions, les performances, les capacités reconnues, etc. Comment ça marche? Parce que tu nous as dit que toi, tu avais eu une progression assez rapide. Honnêtement, elle a tout dit. Ah bon, ben voilà. Donc, honnêtement mademoiselle, vous avez tout dit. Et c'est la performance et les capacités reconnues. Eh ben, c'est génial. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est en fonction de la qualité des services rendus, des examens obtenus, de l'ancienneté, des missions que vous avez pu faire dans l'année, de votre notation. Donc voilà, c'est beaucoup lié au mérite aussi, à tout l'investissement que vous mettez dans votre carrière. Donc voilà. Mais vous avez raison. Dans tout ce que vous avez cité, voilà, c'était ça. Super. Question de Tiana. Est-ce qu'il y a une préparation athlétique comme dans l'armée de l'air avant de rentrer à Fontainebleau? Ah oui, effectivement. Pour nous, les terriens, on n'a rien eu. L'armée de l'air, effectivement, vous avez des préparations. La marine aussi. Hein. La marine aussi. Je ne veux pas dire que je vous envie ça. Mais nous, les terriens, zéro prépa. Hein, quand je vous dis que ça a été un challenge pour moi. Zéro prépa. Et tout le monde était préparé pour les tests de physio, d'anat, de psychopéda, de musculation, d'athlétisme. Tout le monde était, enfin, en tout cas pour l'armée de l'air et la marine, ils étaient préparés. Hein, et physiquement, ils étaient préparés. Hein. Moi, je suis arrivée comme une fleur. Alors, j'ai besoin de ton aide parce que je ne comprends pas la question. Donc, la question de Laura, c'est est-ce que la FMI est la même à l'armée de l'air et à l'armée de terre? C'est quoi la FMI?
Ah, la formation militaire initiale. Oui, c'est ça, c'est Pardon. ça, la formation militaire initiale. Chaque armée, on va dire, a sa propre FMI avec ses propres exigences, etc. Donc non, ce sera pas la même chose. J'ai très peu échangé à ce sujet avec mes collègues, mais j'ai ouï dire que ce n'était pas la même chose. Une question de Johanna. Y a-t-il des métiers proposés par l'armée de terre qui permettent de s'engager en restant sur le territoire français? Je pense que la question, c'est si on ne veut pas partir en OPEX, est-ce que c'est possible ou si on dit tu pars en OPEX, tu pars? J'essaye d'interpréter, hein, mais Oui, mais enfin après c'est comment vous dire, faire le choix de s'engager dans l'armée pour ne pas voir du pays, on va dire que c'est assez contradictoire. Maintenant, celui qui, pour des raisons qui lui sont propres, ne souhaite pas partir en mission, pouvait très bien rendre compte et en expliquer les raisons. J'ai eu des collègues qui sont partis en mission et qui après ont souhaité ne plus partir en mission pour des raisons familiales ou de santé ou autres. Donc, mais c'est assez rare qu'un jeune engagé dise Ok, j'ai 1 mois de service, 3 mois de service, 6 mois de service, je ne veux pas partir en mission. Non, c'est assez rare. C'est assez rare. Mais effectivement, il ne faudra pas hésiter à rendre compte et à en parler. Mais je pense que c'est un peu contradictoire parce que quand on fait ce métier, en toute honnêteté, on rêve un peu d'aventure. ouais. Voilà. Ouais. Une question de Johanna. En quoi consistent les stages proposés par l'armée de terre pour les jeunes? Est-ce que tu sais s'il y a des stages qui sont possibles? Est-ce que tu as une idée un petit peu de tous les stages disponibles? Tous les stages, vous avez des stages de troisième aussi que vous pouvez faire pendant une semaine à l'armée. En fonction de la spécialité qui vous plaît le plus, vous allez contacter les BEH des régiments, bureau environnement humain, qui vont vous proposer. Moi, j'ai déjà pris des stagiaires au bureau des sports de troisième, voilà, pendant une semaine pour découvrir ma spécialité. Ça, c'est bien. Ça vous permet de mettre un petit pied dans l'institution, de voir un peu comment ça se passe. Donc, c'est assez bien, moi, je trouve, comme système. Voilà. Je ne l'ai pas fait quand j'étais plus jeune, mais je trouve que c'est bien, voilà, en troisième, de pouvoir avoir l'opportunité de mettre un pied dans un régiment. Après, vous avez des préparations militaires découvertes. Vous avez des petites semaines, comme j'ai pu le faire à 16 ans et demi, au régiment sur Montlhéry, là, qui m'ont offert l'opportunité de vivre une vraie immersion d'une semaine dans leur régiment. Donc ça, vous pouvez, avec le régiment qui est au plus près de chez vous, en faisant la demande en CIRFA, faire ces stages Super. qui vont vous permettre de vivre en immersion dans l'institution militaire. Parfait. Une question d'Océane qui se prépare pour passer des tests de recrutement. Et elle aurait aimé savoir si tu as des ressources à conseiller concernant les tests psychotechniques. Non. En toute honnêteté, non, pas du tout. À l'époque, j'avais acheté des bouquins pour me préparer au concours. Donc voilà, je m'étais renseigné, j'avais acheté des bouquins pour me préparer. Mais moi, à mon niveau, je ne dispose de rien du tout. J'ai une dernière question que je trouve un peu fun. Donc, je la prends. C'est une question de Audrey et qui dit en tant que femme, doit-on se couper les cheveux, arrêter de se faire des couleurs? Quant au tatouage, est-ce autorisé? Alors là, je pense que mademoiselle, vous m'avez pas bien regardé. Hein. Les tatouages, les mèches. Donc, j'ai les cheveux longs, j'ai les cheveux bouclés. Je pense que vous l'avez vu sur mes réseaux. À partir du moment où vous êtes coiffé proprement, avec les cheveux attachés, rien qui dépasse sur la figure, vous avez le chignon, que vous n'avez pas des tatouages avec des caractères très spécifiques. Voilà, je pense que si je m'exprime ainsi, vous comprenez bien de quoi je parle. On vous dira pas grand-chose. Maintenant, si vous arrivez avec des tatouages pleins sur la figure, de toutes les couleurs, des cheveux roses, bon,
Peut-être qu'on vous dira quelque chose. On vous dira quelque chose. Je savais que ça allait être une question qui allait te plaire. Le temps passe trop vite. Je suis désolée parce qu'il y a encore plein de questions que je ne peux pas prendre. La bonne nouvelle, c'est pour tous ceux qui ont des questions auxquelles on n'a pas pu répondre ce soir. Vous avez 100 ambassadeurs de l'armée de terre qui sont présents sur My Job Glasses. Donc, n'hésitez pas à aller échanger avec eux. Ils sont disponibles toute l'année. Et ils se prêtent au jeu de vous partager leur spécialité, de vous expliquer comment ils sont rentrés dans l'armée, comment ça se passe. Donc, n'hésitez pas à le faire. Moi, je voulais énormément te remercier, Eugénie, d'avoir pris cette heure de compagnie, de nous avoir expliqué à la fois ton parcours avec beaucoup d'humanité et beaucoup d'humilité. Je reste, voilà. Merci d'être aussi inspirante. Merci de nous montrer que c'est possible. Merci d'avoir parlé avec franchise aussi, de nous avoir expliqué que voilà, il faut donner pour recevoir et que voilà, mais que on l'a vu aussi et tu en es un bel exemple. L'armée de terre, c'est un super escalier social, c'est un super moyen de te donner plus de responsabilités et de te faire grandir et te donner aussi la chance de changer de voie parce que voilà, tu revenais une mission compliquée, tu avais envie de faire autre chose, on t'a écouté. Et au lieu que ça te stoppe dans ta carrière, au contraire, ça l'a accéléré. Et c'est que le début, donc tu n'as que 34 ans, il y a encore du temps. Donc, je te souhaite le meilleur pour la suite de ton parcours. Merci. Et plein de bonnes choses. Continue à nous donner des conseils et à nous faire rire sur tes différentes vidéos. J'espère que ça aidera tous les jeunes qui étaient là. Et j'ai l'impression qu'ils étaient nombreux à être en train de passer des tests, à se questionner sur leur entrée dans l'armée de terre. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Je vous remercie tous. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. Et puis, je te laisse le mot de la fin, Eugénie. Merci. Je tenais à vous remercier pour toutes vos questions. Je vois tous vos messages qui défilent de remerciements. C'est très touchant. C'est vrai que je dis souvent donner sans attendre un retour. Et quand je vois des retours comme les vôtres, ça me touche beaucoup. Merci. Merci Eugénie, à très bientôt. Passez une bonne soirée. Bonne soirée à tous. Au revoir.